Donc, on va passer à la dernière présentation de la matinée, qui normalement devait être présentée par le professeur Fontaine, mais il n'a pas pu venir pour un empêchement hors volonté. Donc, il y a le professeur Ben Azzouz qui n'a pas hésité d'accepter de nous la traiter. Je le remercie pour sa disponibilité et pour faire réussir cette journée de la GPC. Donc, le dernier sujet, c'est quand et comment arrêter les antinucléotidiques dans l'hépatite virale B. Merci. Merci, Sébène Azzouz, à vous la parole. Chers amis, c'était pas prévu que je fasse cette présentation. C'est Ibn Hayyoun m'a appelé il y a 4-5 jours, pied levé. Donc j'ai accepté de la faire et j'ai dû travailler 4-5 jours tous les jours pour pouvoir l'actualiser parce que je l'avais au sein de l'hépatite B de manière générale. Maintenant, je dois la faire en... Vous savez, je vais commencer par quelque chose que beaucoup de stratèges disent. On peut décider de commencer une guerre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on la termine. C'est important parce que c'est exactement la même chose que l'hépatite B. On peut décider de démarrer un traitement, mais la grande question, c'est quand est-ce qu'il faut arrêter. Et je pense que tous les amis dans cette salle se posent cette question. Parce que nous avons tous des malades qui, depuis 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, sinon plus, qui sont sous soit ténofovir ou soit anticavir ou un autre, mais en principe, ça doit être seulement ces deux et pas les autres, vu que ces deux molécules se sont montrées les meilleures et avec une barrière génétique importante. Maintenant, je vais essayer de répondre à cette question vraiment de manière très très précise. Et parce qu'il y a beaucoup de confrères qui vont se poser la question, ils vont dire mais pourquoi finalement arrêter? Parce que ça marche, parce que nous sommes en virusuppression, parce que l'ADN est négatif, parce que ça permet de stabiliser l'ADN, donc pourquoi? Et donc c'est une question qui est pertinente, donc moi aussi je me la pose. Et je voudrais vous dire d'abord, avant de répondre à la question, quels sont les types de réponses qu'on s'attend lorsqu'on met un traitement antiviral en place. Je parle d'hépatite B. On peut avoir une réponse biochimique, c'est la normalisation de transaminase, tout le monde ça, on l'a rapidement. On veut avoir une ADN négatif, c'est la virusuppression. Plus encore, si on veut aller à un objectif on veut avoir un antigène HBS qui est négatif, c'est la cure fonctionnelle. Si vous voulez avoir la cure complète, c'est d'avoir la séroconversion S anti-S, c'est-à-dire la disparition de l'antigène HBS et l'apparition de l'anticorps anti-HBS. Et si vous voulez aller encore plus, c'est la guérison que j'appelle, quoi qu'il n'est pas ici, je dirais la guérison totale, c'est la disparition de l'ADN super enroulé au niveau du noyau de la capside de l'hépatocyte. Mais ça n'a pas été mis ici parce que c'est presque un objectif inaccessible ou très difficile. J'ai préparé cette slide pour un peu réfléchir des deux côtés. Il y a des arguments pour, mais il y a aussi des arguments contre. La dernière fois, lorsque j'ai fait la présentation à Tanger, je n'ai pas fait cette diapositive, je l'ai ajoutée hier. Ces diapositives nous disent qu'il y a pas mal d'arguments pour arrêter. Lesquels? Traitement. Pour arrêter, c'est un traitement au long cours et ce n'est pas quelle est sa tolérance. On a le droit de se poser cette question. Pourquoi? Parce qu'on dit tous que les analogues sont très bien tolérés. C'est vrai, mais j'étais allé voir les complications des analogues. Et là, je me suis référé aux recommandations de la SLD, où on a revu cette histoire dans le détail. Les autres, ils n'en parlent pas. Il peut y avoir un risque d'acidose lactique avec l'anticavir, il peut y avoir un risque d'acidose lactique avec acidose lactique, néphropathie, ostéomalacie, syndrome de Fanconi, avec le ténofovir. Ça, personne, aujourd'hui, ne peut vous répondre est-ce que le ténofovir, au bout de 15 ans, va donner ça ou pas? Parce qu'on n'en a pas des gens qui sont arrivés à ça, ou on en a peu. Et il n'y a pas, c'est une question qui reste sans réponse. Donc la tolérance à long terme des NUC, c'est encore une question. C'est la raison pour laquelle d'autres personnes ont dit, et si on peut arrêter sans conséquence pour le malade, ça serait une bonne chose pour éviter ça. J'étais allé voir des essais phase 3, parce que vous savez, nous les praticiens, c'est vrai qu'on surveille nos malades,
Mais est-ce qu'on fait tout le nécessaire pour chez les petits incidents dus à un médicament? On ne le fait pas. Le détail. Pour voir ça, il faut revenir aux phases 3. Les essais phase 3, ce sont les essais qui répondent à cette question de manière précise. C'est-à-dire, ce sont des essais où le malade est piloté, hyper, super, méga piloté. On ne le lâche pas. On fait la clinique, la biologie, le détail. Je suis revenu aux essais phase 3, aussi bien de l'anticavir que le tenofovir. Je partage avec vous les résultats. Voilà le premier essai, c'est phase 2, phase 3, 1050 malades inclus. C'est l'anticavir. Et vous regardez, 85% ont des effets secondaires. Chiffre comme la plupart, c'est des effets secondaires mini. Mais regardez, serious adverse event, c'est-à-dire qu'on doit obligatoirement mentionner. C'est 16%. 16% dans l'étude phase 2, phase 3, qui a donné l'AMM à l'anticavir, il y a eu 16% de serious side effects. Arrêt du traitement parce qu'il y a eu un problème de side effect, c'est 1,3%. Et des effets grade 3, grade 4, c'est-à-dire qui ont emmené à des bilans, à des hospitalisations, c'est du 4,3. Et réactivation sous traitement, c'est 3%. Ça, c'était l'anticavir. Le téno, ça c'est phase 3, c'est la même chose, c'est 585 malades. Regardez le nombre de malades. Ça, vous ne pouvez l'avoir que des essais phase 3. Et la même chose, c'est sérieuse, effet secondaire sérieux, c'est 1,5. Grade 3, grade 4, c'est 1,2. Créatinine élevée, c'est à peu près 1%. Diminution de la phosphorémie, c'est-à-dire tubulopathie, c'est 1,2. Et clearance à la créatinine, c'est-à-dire baisse de la DVC de insuffisance rénale. À moins de 50%, à moins de 60%, on est déjà dans la RMSC, c'est-à-dire maladie chronique rénale. C'est 0,2. Donc c'est vrai que c'est peu, mais attention, il y a des profils qui vont faire des problèmes. C'est la raison pour laquelle on pense, pourquoi pas ne pas les arrêter si cela est possible, et si cela n'a pas de préjudice pour le patient. Parce que les garder aussi à long terme n'est pas safe à 100%. C'est le rationnel. Et c'est pourquoi on pense arrêter. Deuxièmement, pourquoi arrêter? Eh bien parce que beaucoup d'études, et je vais partager avec vous quelques-unes, qui ont osé arrêter pour une raison ou pour une autre. Ce n'était même pas dans l'objectif d'arrêter définitivement. Ils ont eu la surprise que l'antigène est parti. Eh bien c'est, lorsque vous continuez, vous aurez 1% de perte de l'antigène HBS, et lorsque vous osez d'arrêter, lorsque c'est faisable et c'est safe pour votre patient, vous arrivez à 50%. La grande question, et c'est là l'essentiel de ma présentation, pourquoi des gens chez qui on va arrêter, ils ne vont pas éliminer l'antigène, et d'autres, 1 sur 2 vont éliminer. Ça, c'est la grande question. Et si on arrive à trouver la réponse à cette question, on a répondu à la plus difficile question sur l'hépatite B à ce jour. C'est celle-là. Il y a d'autres qui vont dire non, on n'arrête pas parce que c'est efficace, tolérance bonne, on améliore la fonction hépatique parce qu'un malade cirrhotique, il peut même avoir une réversibilité. La surveillance n'est pas très importante, quoique, attention, vous avez vu, il faut faire des bilans, il faut faire de la phosphorémie. Chez des gens qui ont des problèmes d'os, il faut faire des osseodosimétries. Ça a aussi un coût qu'on ne calcule pas. On dit que c'est pas cher, mais on ne calcule pas ces coûts si on le fait. Et bien sûr, les facteurs prédictifs de réponse lorsqu'on arrête, c'est-à-dire la question pourquoi, lorsqu'on arrête, dans cette étude, il y a eu 0 perte d'antigène, et dans cette étude, il y a eu 33%. C'est trop. Donc les critères prédictifs de l'élimination de l'antigène HBS chez les gens chez qui on arrête, on ne sait pas. Je vais essayer de répondre à cette question avec beaucoup d'objectivité. Et bien sûr, lorsqu'on arrête, il y a le risque de réactivation, ça c'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de confrères n'osent pas arrêter. Donc finalement, vous voyez, c'est légitime de se poser cette question. C'est légitime de se poser cette question. Maintenant, qu'ils lisent les recommandations, parce qu'on applique que les recommandations. Et les 2 recommandations à ce jour, et c'est valable, c'est ce que la plupart, on suit la plupart de ces recommandations, c'est le ASL et l'ASLD. Ils disent à peu près un peu la même chose pour l'antigène HBE positif. Pour l'antigène HBE positif, tout le monde est d'accord. Et je pense que les critères d'arrêté sont bien définis. Et je ne vais plus revenir sur ça, parce qu'après, je ne traiterai que le E négatif. E positif, c'est très simple. Malade cirrhotique, vous n'arrêtez pas. Voilà. Malade non cirrhotique, qui est antigène HBE, vous avez la conversion, séroconversion E anti-E, vous prolongez 1 an,
Et vous arrêtez, mais à condition de surveiller le malade après. Tout le monde le fait. Et la durabilité, c'est important de cette notion, la durabilité de cette réponse après arrêt est de 80%. C'est-à-dire vous ne risquez rien dans 80%, dans 20%, il peut y avoir des rechutes. Ce n'est pas la même chose pour le E négatif. Pour le E négatif, toutes les sociétés savantes, et je parle jusqu'à 2018, disent qu'on n'arrête pas chez un malade cirrhotique. C'est indéfini, ou là, au long cours. Par contre, chez le malade non cirrhotique, si on a au bout de 3 ans des transats tout le temps normal, une ADN négatif vérifiée à plusieurs reprises, et vous avez la certitude que ce malade viendra à ses consultations, fera ses bilans, vous avez la possibilité d'arrêter. Et à condition, bien sûr, qu'il n'y a pas de cirrhose, ça je l'ai bien dit. Voilà ce que disent les recommandations à ce jour pour le E négatif lorsqu'on est EASL. Lorsqu'on est ASLD, il y a une différence. C'est que cirrhose, on arrête, et même chez le non-cirrhotique, ils sont prudents. Même chez le non-cirrhotique, ils disent traitement indéfini, à moins qu'il n'y ait une justification impérieuse pour l'arrêt du traitement. Donc, ils ne ferment pas la porte à l'arrêt du traitement. Mais ils mettent des conditions. Je ne donne pas une recommandation. Les Européens étaient plus clairs. On arrête après 3 ans s'il n'y a pas de cirrhose et si le malade est discipliné, il va venir à ses contrôles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrête? C'est une diapositive que je viens d'ajouter. Il est excellent cette diapositive. Lorsqu'on arrête, au bout d'1 an, entre 1 mois et 1 an, il se peut que rien ne se passe. Transaminase normale, peut-être l'ADN négatif, ou level se positiver à des taux très, très, très bas. Et ce n'est qu'au-delà de 3 mois qu'il peut y avoir des choses. Ces choses, c'est quoi? Il peut y avoir une augmentation de l'ADN et des transaminases. Il peut y avoir soit une augmentation de l'ADN avec des transats qui restent normales. Premier profil, c'est 20%. Il peut y avoir une ADN qui augmente à plus de 2000, mais les transats sont tout le temps normaux. C'est à peu près 10 à 20%. C'est un rebond virologique, mais sans cytolyse. Donc, petit rebond virologique sans cytolyse, rebond virologique sans cytolyse. Ou la troisième, une réactivation à long terme. Voilà ce qu'on peut avoir, c'est à peu près les 3 grands. Et cette notion de réactivation est réelle. Voilà un cas qui a été présenté à Londres cette année. Et c'est dommage parce que lorsque je vois ça, il a été mal pris en charge, ce patient. Moi, je le dis. Et d'ailleurs, j'ai posé la question lorsque le cas a été présenté. Je vous assure, j'avais le Covid, j'étais à la maison, je suivais les présentations directement de Londres. J'ai envoyé, j'ai dit, 4 mois de retard pour pouvoir changer d'attitude est so long. Parce que la vraie réactivation, il a été transplanté. Donc, pourquoi je présente ce cas? Parce que le risque de réactivation existe. Donc, pour ceux qui arrêtent, ne prenez pas les choses à la légère, il faut surveiller vos malades. Quel est le pourcentage des malades qui fait ça? J'ai une méta-analyse publiée en 2016 qui a revu 1700 patients. 1700 patients. Et vous voyez les résultats. À 3 ans, 36% sont toujours en rémission virologique. Ils sont bien. 36% ont des trans anormales, ont des ADN, soit négatifs ou très faibles, inférieurs à 2000. On a gagné ces 35%. On les a gagnés. Et vous allez voir que c'est ces 36% qui vont éliminer l'antigène HPS après. Donc, c'est une possibilité qui ouvre une voie que des malades, rien ne se fasse, le contrôle immunitaire est installé, il se peut même qu'il y ait l'élimination et la cure fonctionnelle, voire même la cure complète. Bien sûr, les résultats en fonction de l'antigène HPS. J'étais allé voir est-ce qu'il y a des études récentes. Eh bien, il y en a 2 en 2022 qui sont très intéressantes. Celle-là est intéressante. Un suivi. Et à Mahal, ils ont arrêté chez 110 malades. Parce que j'ai éliminé les 20 malades des Allemands, de Blomberg, j'ai éliminé beaucoup d'études où il y a 20, 36. J'ai pris là où il y a plusieurs malades de 2022. Celle-là est l'une des plus intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, regardez, 6% ont éliminé l'antigène HBS. 25 et 30, ça fait 56% en contrôle virologique, rémission virologique, c'est-à-dire ils ont des ADN moins de 2000 ou entre 2000 et 10 000, mais ils n'ont jamais dépassé, avec des transats tout le temps normal. Ils ne nous ont rien fait à ces malades. Ils les ont surveillés à ce jour.
Et seulement un malade sur 3 a fait la vraie réactivation avec une ADN qui dépasse 2000, avec des transats, et ils les ont remis sous traitement. Donc finalement, après avoir arrêté, un malade qui est réactif, s'il est bien surveillé, vous remettez le traitement, ça marche. Voilà une étude. La deuxième étude est la plus intéressante, c'est l'étude Retract Study. Celle-là, il a inclus 1550 malades, tous antigènes HBE négatifs. Et on a arrêté et on a vu leur devenir à long terme. Résultat, relapse virologique. C'est quoi relapse virologique? C'est ADN qui augmente à 2000, mais les transaminases, normales. Eh bien, vous voyez ici, c'est à 2 ans, c'est 83% des malades qui ont eu des transats tout le temps normal, avec une ADN qui a augmenté, n'ont rien fait, ils n'ont pas bougé. Rechute clinique, c'est l'ADN qui augmente et les transats qui augmentent et les vraies réactivations, vous voyez que c'est 30% qui ont eu une augmentation. La réactivation sur ce que les transats dépassent 5 fois la normale. C'est ça la définition, elle est là. ALT flair, c'est plus de 5 fois la normale. Mais regardez, à 2 ans, 13% ont éliminé l'antigène HBS. Ça, il ne faut pas l'oublier quand même. 13%, c'est de l'autre côté ici, à 2 ans, ils ont éliminé. Ça, c'est des suivis de cohorte, séries non comparatifs. Je me suis intéressé à des séries comparatives. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 qui ont comparé bras chez qui on a arrêté et qui ont comparé bras chez qui on a continué. Les résultats, la première, elle est allemande, publiée en 2020. Vous arrêtez, vous continuez. Lorsque vous arrêtez, 20% vont éliminer l'antigène contre 1,3% lorsque vous continuez. Le ratio, le delta, en bas, vous le vu, c'est 19%. C'est beaucoup. La deuxième étude, c'est celle-là. Ce n'est pas une étude, c'est une revue systématique. Lorsque vous voyez, lorsqu'on fait un traitement et on arrête, on aura 9 à 39% qui vont éliminer l'antigène HBS. Si vous continuez sans arrêt, vous aurez en moyenne 2% qui vont éliminer l'antigène HBS. Manifestement, il y a pas mal de malades chez qui on va arrêter, ils auront plus de chances que ceux qui continuent d'éliminer l'antigène HBS, d'avoir une cure fonctionnelle. La question est toute la question, chez qui on aura cette élimination et chez qui on n'aura pas, comme ça on peut mieux sélectionner. Eh bien, il y a la méta-analyse 2021, c'est toute récente. Ça, je ne l'ai pas présenté à Tanger, ni à Srerat, à Bouzneqa plutôt. 500 malades qui ont arrêté versus 785 qui ont continué. Les chances d'éliminer l'antigène HBS, 7 fois plus important chez ceux qui ont arrêté versus ceux qui ont continué. Et le diamant, il est du côté de ceux chez qui on a arrêté. La méta-analyse en matière d'evidence-based medicine est top. Ça, c'est une étude originale. Ils ont fait quoi? Ils ont arrêté. Ils ont pris le groupe des malades qui ont eu une rechute, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté l'ADN, ils ont augmenté le transaminase à condition qu'elle reste inférieure à 5. Ils ont fait une vraie rechute clinique, biologique, virologique et biochimique. Ce sont les malades qu'on retraite tous demain si on a un malade chez qui on arrête. Eh bien, résultat, ça c'est une étude audacieuse. Pourquoi? Parce qu'il a inclus 519 malades chez qui on a rechuté et on a traité, et 150 chez qui on a rechuté et on n'a pas traité. Le taux d'élimination de l'antigène HBS, le delta, c'est 0,001. Chez qui ils ont fait la rechute, c'est une rechute gentille, on ne fait rien, on surveille. Pourquoi? Quelle est la rechute qu'on peut tolérer aujourd'hui? Je vais y revenir dans les recommandations. C'est la rechute avec une ADN positif, mais avec même une transaminase, il ne faut pas que ça dépasse 2, 3, 4, 5 fois, c'est le maximum. Dès qu'une rechute, vous avez plus de 5 fois, n'attendez pas, traitez le malade. Mais vous allez voir que dans les recommandations, à condition qu'il y ait 2 critères majeurs, que cliniquement le malade est bien, et que la bilirubine ne dépasse pas 1,5 fois. On a rarement, nous les hépatologues et les gastro de manière générale, on regarde beaucoup les transaminases. Ah, 5 fois. Vous savez que le critère péjoratif dans les hépatites aiguës médicamenteuses, c'est la bilirubine, c'est l'INR. Un INR qui augmente, une bilirubine qui dépasse 1 fois, même avec 3 fois de transaminase, c'est le feu à la maison.
Et c'est le malade qui risque de décompenser. Donc regardez la bilirubine aussi lorsque vous traitez des malades. On ne demande souvent que les transats, on oublie la bilirubine. Le bilirubine, c'est le critère péjoratif majeur de décès et de transplantation lorsqu'on a une hépatite aiguë majeure. Et c'est d'ailleurs le critère de Hayes dans les hépatites. C'est connu et c'est depuis le temps des temps. Donc même chez des malades qui rechutent, si c'est une rechute qui est tolérable avec un état clinique normal, bilirubine normale, des transats à 2-3 fois la normale, vous pouvez attendre. C'est le choix que vous faites entre vous, malade. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais si vous le faites, le risque n'est pas comme celui qui va augmenter à plus de 5 ou là qui va augmenter à sa bilirubine à plus de 1,5. 1,5. Vous switchez, vous traitez. Et bien, je viens à la question principale de mon exposé, et c'est elle qui a vraiment m'a pris beaucoup de temps dans la recherche. Qui, parmi les malades, on va arrêter, aura plus de chances d'éliminer l'antigène HBS, c'est-à-dire je serai plus emporté vers l'option et le choix d'arrêter. La première, c'est le statut antigène HBS, HBE positif, HBE négatif. Regardez ce qui est en bas. Lorsqu'on arrête chez des malades qui sont antigène HBE positif, vous aurez seulement jamais plus de 8% des gens qui vont éliminer l'antigène HBS. Alors que lorsque vous avez un malade antigène HBE négatif, les chances peuvent aller jusqu'à 30%. Ça, c'est 2022. Deuxième, ça, c'est tout nouveau, et ça, on ne le savait pas, c'est l'ethnicité. Est-ce que vous avez vu devant vous un malade d'origine asiatique? Est-ce que vous avez devant vous un malade d'origine caucasienne? Les chances d'éliminer l'antigène, on le sait, sont plus importantes lorsque vous êtes d'origine caucasienne, moindres lorsque vous êtes d'origine asiatique. C'est comme ça, et on ne sait pas pourquoi. C'est probablement, moi je trouve la réponse, c'est probablement le génotype. Et je vais vous montrer une slide, et c'est la première fois que je la présente, et c'est une information que j'ai appris il y a 4-5 jours. On élimine l'antigène HBE beaucoup plus pour le génotype 1 et B que pour le génotype B et C. Et sachez que dans l'Asie, c'est le B et C, et chez nous, c'est le D à 97%. On a trouvé dans la série de la médecine C 6 cas de génotype A, et tout le reste, c'était du D. Donc au Maroc, c'est le génotype D et le génotype A, et vous voyez que le génotype, ici je vais montrer la slide du génotype, génotype A is the best one, suivi par le génotype D. Donc si vous êtes génotype A, vous avez plus de chances d'éliminer l'antigène HBS. Si vous êtes génotype D, vous avez plus. Si vous êtes génotype B ou C, vous avez moins de chances. C'est pourquoi dans les Asiatiques, ils ont moins de chances. Je pense que c'est l'explication que j'ai compris. L'ethnicité. Troisièmement, lorsque vous arrêtez, il y a des malades qui vont faire une petite rechute. Mais regardez, lorsque vous avez un malade chez qui vous arrêtez et l'ADN reste inférieur à 2000, les transats restent normales, vous avez 36% de chances d'avoir l'antigène HBS disparaître. Donc, dans les phases que je vais vous montrer, si vous avez un malade qui reste en contrôle permanent avec des ADN 400-500, alors que vous avez arrêté, ça fait 1 an, des transats, il ne faut pas crier à la victoire au bout de 6 mois, non, il faut attendre 1 an. C'est généralement au-delà de 6 mois que les choses peuvent avoir un flair. Donc, mais si j'ai un malade qui, après 1 an d'arrêt, il est toujours ADN 300, transat normal, je peux lui dire, monsieur, on a tiré et on a tiré juste. À moins que je fasse une erreur, c'est-à-dire il prend un médicament immunosuppresseur, il a eu de la corticothérapie à droite ou à gauche, ça il faut l'avertir, c'est dangereux, vous allez réactiver. Et ça il faut le dire au malade chez qui on a arrêté. Attention aux immunosuppresseurs, attention à la corticothérapie, et les règles de jeu sont aujourd'hui connues, des doses de 20 mg, attention, de corticoïdes, même pour une durée de 3 à 4 semaines. Et ça, on ne le fait pas. Si vous avez ADN supérieur à 2000, transat normal, 13%. Mais si vous avez une vraie rechute biologique et biochimique, si vous ne traitez pas, vous avez 19%. Si vous retraitez, 1%. Vous réduisez les chances d'élimination de l'antigène HBS lorsque vous êtes trop actif dans le traitement d'une petite rechute. Laissez. Ça viendra et vous aurez plus de chances. Mais ça suppose une bonne surveillance et que les transats ne dépassent pas 5 fois la normale et la bilirubine ne dépasse pas 1,5 fois la normale. Le taux d'antigène HBS, au moment où vous avez décidé d'arrêter, il est, vous voyez, ici c'est caucasien, ici c'est asiatique. Moins de 1000, vous êtes caucasien, après 3 ans, vous êtes à moins de 1000, vous arrêtez, vous aurez 41% d'éliminer l'antigène HBS. C'est très intéressant.
Sinon, vous aurez seulement 5%. Donc, ne jamais arrêter chez un caucasien lorsque l'antigène HBS quantitatif est supérieur à 1000. Deuxièmement, le génotype, j'en ai parlé, c'est beaucoup plus le A et le D que le B et le C. L'antigène HB petit c, on ne connaît que l'anticorps anti-HBC, on ne connaît pas l'antigène. Eh bien, l'antigène HB petit c aujourd'hui est un marqueur qui nous aide à arrêter, et c'est une recommandation forte dans les recommandations japonaises récentes. Ils n'arrêteront jamais si ce taux est supérieur à 3. C'est le cut-off qu'ils ont mis. À moins 3, ils arrêtent. À plus 3, ils n'arrêtent pas. Quel que soit le taux de l'antigène HBS par ailleurs. La preuve, il est là. Regardez, ici, c'est le taux d'antigène HBC, le petit c, inférieur à 2 log. Vous arrêtez sans regarder le taux d'antigène HBS. Vous aurez 20% de chance d'éliminer l'antigène HBS. Donc, il faut qu'on introduise ce marqueur dans nos laboratoires. Et ça ne doit pas être très cher parce que finalement, c'est un anticorps. Si vous mélangez les deux, si vous dosez le taux d'anticorps anti-HBS et vous dosez le taux d'antigène HBC, vous faites les deux. Si vous trouvez moins de 10 sur l'antigène HBS et vous trouvez moins de 2 sur l'antigène HBC petit c, vos chances d'éliminer l'antigène HBS deviennent à 65%. Donc, en hiver, combinez les deux marqueurs, on est plus prédictif. On saura chez qui arrêter et on saura chez qui j'attends à ce que ces marqueurs baissent assez tôt. Quelqu'un qui a éliminé l'antigène HBS, quelles sont ses chances à développer l'anticorps anti-HBS? C'est 1 sur 3. Un malade qui a éliminé la cure complète, la cure fonctionnelle, sur 30 patients, il va y avoir donc le tiers qui vont faire la séroconversion S anti-S. Donc, pas tous les malades qui ont éliminé l'antigène HBS vont développer un jour l'anticorps anti-HBS. C'est seulement 30% à 76 mois, c'est-à-dire finalement à quelque chose qui est comme 6 ans. 30 mois divisé par 12, ça fait à peu près ça fait 6 ans. Au bout de 6 ans, vous aurez chez les malades qui ont développé, qui ont éliminé l'antigène HBS, des malades, le tiers vont faire un anticorps anti-HBS et tout le monde sera content parce que vraiment c'est la guérison, presque. Mais si vous prenez vos malades à 7 ans, le taux de malades qui vont développer l'anticorps anti-HBS, ça atteint 60%. Vous doublez la mise, donc il faut être patient. Les critères de redémarrer le traitement lorsqu'il y a une rechute, lorsqu'on arrête, c'est la bilirubine qui augmente, c'est l'INR qui devient supérieur à 2, c'est les transats qui dépassent 10 fois la normale, quel que soit le taux d'ADN. Mais si vous avez un malade qui a fait une rechute, qui a augmenté son ADN à plus de 2000, mais qui a des transats 2-3 fois la normale, patientez 3 mois. Et si au bout de 3 mois, il n'élimine pas l'antigène HBS, à ce moment-là, vous pouvez, et il garde toujours le même statut, vous pouvez introduire le traitement. Le message, si nous avons des rechutes virologiques, biochimiques, avec une clinique bonne, avec une bilirubine bonne, avec un INR qui est correct, je ne bouge pas. J'attends. Mais je vois le malade de manière mensuelle, tous les mois. Si au bout de 3 mois, il reste bien, ou là, il a diminué sa charge virale et la normalisation, c'est qu'on a gagné, vous avez la surprise que dans 3-6 mois, il aura un antigène HBS qui est négatif. Sinon, s'il augmente plus de 5 fois la normale, il ne faut pas attendre, il faudra redémarrer un traitement, ou si vous avez une bilirubine qui augmente, ou si vous avez un INR qui augmente. Si vous redémarrez le traitement qui était efficace au départ, il le sera maintenant. C'est une étude, on a arrêté l'anticavir et les malades ont rechuté, on a remis l'anticavir, ça a fonctionné de la même manière qu'avant. Il était sous tenofovir, il a rechuté, il a dépassé les 5 fois de transaminase, vous avez attendu 3 mois, vous redémarrez le traitement que vous avez mis de manière précédente et il refonctionnera de la même manière. Voilà une proposition d'algorithme, c'est à peu près ce que je viens de dire. Un malade cirrhotique, on n'arrête pas. S'il est cirrhotique, on continue. Un malade qui n'est pas cirrhotique, il a une virosuppression ADN négative pendant 4 ans. Non, il n'a pas, il avait des fluctuations d'ADN, on n'arrête pas. Au bout de 4 ans, son ADN est tout le temps négatif, il n'est pas cirrhotique. Son antigène HBS est inférieur à 1000 alors que je suis caucasien, la plupart de concitoyens. Oui, eh bien, on va consolider pour 12 mois
et on peut arrêter et surveiller notre patient. C'est exactement ce que disent les recommandations toutes récentes de la société coréenne, à condition de ne pas arrêter chez les cirrhotiques. Ça, tout le monde le dit, et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Ben Azzouz, pour cette très belle présentation. Alors, la parole est à la salle. Je vois déjà qu'il y a une question. Allez-y. Est-ce qu'on peut comprendre tout cela, extrapoler et dire... Comment? Est-ce qu'on peut extrapoler et comprendre de ce que vous nous dites que les analogues ne font que endormir le virus? C'est une virosuppression. Oui. Et tu sais qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils font endormir aussi le système immunitaire avec. Voilà. Et pour avoir une perte... ils font endormir le système... Le système immunitaire. Il faut qu'il y ait un système immunitaire où il n'est pas menacé, il n'agit pas. Voilà. Et c'est le rationnel de cette histoire. Et il a été démontré, ça je ne veux pas entrer dans la physiopathologie, comment on élimine l'antigène HBS après une réactivation. Vous faites réveiller vos lymphocytes. Votre immunité cellulaire, get up. C'est-à-dire l'ennemi est là, il faut qu'on travaille. Alors que lorsque il y a le SS, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on peut penser exactement comme ça? C'est exactement comme ça. Le système immunitaire, il est... Donc, est-ce qu'on peut penser à des traitements... Caméra. Allez-y. Pardon. Est-ce qu'on peut extrapoler et dire, est-ce qu'on peut penser dans l'avenir à des traitements alternatifs? Comment? Est-ce qu'on peut penser à l'efficacité de traitements alternatifs? C'est-à-dire traiter, arrêter dans l'avenir. Non, il ne faut arrêter qu'avec les conditions que je viens de citer. Non, avec les conditions, mais penser à des traitements qu'on a... Ça a été fait, ça n'a pas marché. Ça a été fait, ça n'a pas marché. Professeur... Ce qu'on appelle le traitement séquentiel. Ça a été fait, hein, ça n'a pas marché. Merci, professeur Ben Azzouz, pour cette excellente présentation. Maintenant, lorsqu'on décide d'arrêter chez un patient non cirrhotique et on prend toutes les considérations de tout à l'heure, on a vu que le risque persiste même après 1 an. Oui. Maintenant, quel est le rythme de surveillance et par quels moyens on surveille le patient? Exact. Parce que pendant 1 an, 2 ans... Ce que je fais en pratique, c'est durant la première année, durant les 3 premiers mois, surveillance mensuelle des transaminases. Des transaminases parce que rien ne se passe dans le 3. À partir de 3 mois, je vais demander une ADN. Et après, je fais une ADN tous les 3 mois pendant 1 an. Et si rien ne se passe au-delà d'1 an, je vais faire mes transaminases tous les 3 mois et je vais faire mes ADN tous les 6 mois. C'est comme ça que je fais. Mais pendant les 3 mois, là, généralement que des transats, parce que rien ne se passe. C'est à partir de 3 mois que l'ADN risque. Donc, à partir de 3 mois, une ADN tous les 3 mois pour 1 an, bien sûr les transaminases, et bien sûr la clinique, Nastine. On ne fait que l'ADN. On ne fait que l'ADN. M. Azzouz, merci. Mansour, de vous remercier pour cet exposé très clair parce que c'est une question qui est quotidienne. Difficile, exact. Je ne sais pas quel est ton point de vue et ton expérience, le nombre de malades que tu as vu négativer leur antigène après traitement. Moi, j'ai arrêté jusqu'à présent. Je termine ma phrase parce que c'est quant à mon expérience personnelle, la plupart des malades qui ont négativé, ils sont plus d'une dizaine, ont reçu préalablement le traitement classique de Pegasus que vous connaissez, qu'on traitait préalablement, alors que les non-malades qui sont sous traitement antinucléosique, il n'y a pas grand résultat jusqu'à présent. Je parle d'une expression personnelle. Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu en penses? Et deuxièmement, que pensez aussi comme critère principal initial le taux de quantification de l'antigène HBS au départ du traitement? Moins de 200, on a beaucoup de chances que ça guérisse et que ça normalise. Plus de 1000, un peu plus difficile. Je réponds à cette dernière question. Le critère pour l'arrêt par rapport au taux d'antigène HBS au départ du traitement, ce n'est pas très prédictif. Ça a été vraiment vérifié et revérifié. Il n'est pas prédictif. L'antigène HBS, au moment de l'arrêt, est très prédictif. Il faut qu'il soit entre 2 et 3 logs. Entre 2 et 3 logs, on est autorisé d'arrêter avec, bien sûr, les conditions que j'ai citées. Moi, j'ai arrêté chez 23 malades, pour vous dire, sur maintenant 3 ans. Sur les 23 malades chez qui j'ai arrêté, j'ai eu dans 60% des malades qui ont repositivé leur ADN.
Sur ceux qui ont repositionné l'ADN, il y a un tiers qui a augmenté les transaminases à 2 fois, je n'ai pas bougé. Et c'est sur le petit pool de patients qui ont réactivé et qui ont augmenté les transaminases à 2-3 fois la normale, j'en ai 2 qui ont éliminé l'antigène HBS. Mais je n'ai eu aucune réactivation majeure. Mais c'est des malades surveillés. La perte de l'antigène HBS, oui. Exact, c'est ce que je te dis. Et on a 2 ou 3 qui ont perdu l'antigène HBS parmi ceux qui ont fait une petite réactivation avec des cytolyses entre 2 et 3 à 4 fois la normale où je n'ai pas réintroduit. Mais on surveille le malade de manière très... Et il n'est pas sérotique, bien sûr. Là, désolé, on a reçu les consignes d'arrêter. Je suis vraiment désolée. Continuez la discussion après.